Am venit să vă salut. Trebuie să mă trebuie să vorbim, bineînțeles. Eu astăzi mă duc la aeroport la 11:30. Este comunicat de presă. Au sosit catalogele, dar nu pot fi luate că le-au pus la depozit joi dimineața. Se mă sună de la 8 seara Deci, eu n-am renunțat la idee, dar m-am gândit că poate ea poate că are alte planuri. Dacă trebuie să vin și eu mici. Servus, mein Dear. Se poate sta și eu în față.
Oui,
mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants. Je voudrais tout d'abord saluer les représentants officiels de la France ici présents, M. Julien Chiappone-Lucchesi, conseiller de conservation et d'action culturelle de l'ambassade de France et directeur de l'Institut français de Roumanie, et Madame Alexandra Servel, directrice de l'Institut français de Roumanie de Cluj. J'ai l'honneur de présider cet événement spécial et d'ouvrir en tant que représentant du doyen et de la faculté des lettres la cérémonie de remise des palmes académiques au grade de chevalier à mes très chers deux collègues. En nom de la faculté, j'exprime ma joie de voir récompenser la contribution remarquable de mes collègues, Madame Michaela Toide, l'ancien directeur du département de l'ELA, et Madame Sylvina Gichan, du département de langue et littérature romane. Toutes les deux ont eu et continuent d'avoir une très riche activité dans le domaine de la promotion et de la diffusion de la langue, de la littérature et de la culture française dans le milieu universitaire roumain et plus largement dans notre société. On peut dire sans modestie que le dévouement, le talent et le professionnalisme de mes collègues dans la promotion de la langue et de la culture en font des véritables ambassadeurs. Et l'une des preuves les plus éloquentes en ce sens, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici cet après-midi. Nous sommes d'autant plus fiers que ces deux hautes distinctions d'aujourd'hui font suite à deux autres décernées il y a quelques mois à la faculté des lettres pour mes collègues Cristiana Pavacci et Renata Georgescu. Et bien fort, oui, c'est vrai. Donc on peut dire que la langue française conserve toute son importance à l'école de Cluj et ainsi l'école est et continue d'être une véritable source d'inspiration, j'espère. Et maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole à M. Chiappone-Lucchesi. Merci beaucoup, Madame la vice-doyenne, et merci d'avoir prononcé, on voit qu'on est dans une fac de langue ici, mon nom avec la perfection que j'ai entendue dans votre bouche, parce que c'est pas toujours très simple, j'ai un nom qui n'est pas si évident. En général, je dis toujours... J'enseigne l'italien. Voilà. Et je le sentais dans l'oreille. Et donc, parfois, je dis, il suffit de le prononcer comme ça s'écrit, mais c'est une blague. Alors, je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. D'abord parce que c'est le début de l'année, on peut encore donner aux uns et aux autres les meilleurs vœux. En tout cas, je ne sais pas si on peut dire la multi année à cette date en Roumanie, mais en France, il est de coutume de pouvoir le faire encore jusqu'au 31. Donc je vous souhaite, à vous toutes et tous dans cette salle, une belle, une heureuse et une année sereine. Et à vous en particulier, mesdames, puisque vous l'avez dit, Madame la vice-doyenne, et merci de vos salutations de la part de l'ensemble de cette belle faculté et de l'université Pest-Bolyai, qui est une université chère à notre cœur, qui est une université avec laquelle non seulement on collabore, mais dont on fait aussi un peu partie, puisque vous savez que notre antenne de l'Institut français de Roumanie, représentée ici par sa directrice déléguée Alexandra Servel, est elle-même hébergée dans les locaux de cette belle alma mater. Alors, donc je me mets là, si j'ai bien compris, parce que pour des raisons de... Je dois me mettre plus ici. Moi, je suis très sage, je fais ce qu'on me dit.
Donc je vous en prie, mesdames, vous pouvez rester assis puisqu'on est, on est très proches, mais si vous voulez. Je vais commencer donc cette cérémonie pour honorer vos contributions et le faire dans l'ordre qui a été celui qui a été donné avant. C'est-à-dire je vais commencer par vous, Madame Simona Gichard, et puis je continuerai par vous, chère Madame. Alors, c'est toujours un moment un petit peu spécifique pour moi, bien sûr, surtout pour les récipiendaires, mais de me déplacer dans une ville en Roumanie et de pouvoir remettre des gens qui ont, personnes qui ont donné de leur temps, de leur, je crois, beaucoup de leur cœur dans une tâche, dans des tâches qui ont contribué à transmettre, à bâtir, à faire en sorte que la relation entre la France et la Roumanie, entre la langue française et le pays roumain, eh bien, continue à être aussi belle et solide que son histoire nous fait connaître. Et donc pour moi, c'est extrêmement toujours touchant d'être ici, en plus dans une salle qui a quelque chose de très intime, je trouve, et je trouve que c'est un bon choix eh bien, de procéder à cette cérémonie. Alors, chère Madame Simona Gichard, vous êtes maître de conférence ici, à l'Université de Lettres de Babes-Poloi. Et vous êtes quelqu'un qui est un acteur majeur de la francophonie. Et je vais, comme c'est l'usage, donner quelques traits saillants de votre parcours, en espérant ne pas faire d'erreur, parce que ça peut parfois arriver. Auquel cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas, dites-moi, voilà, corrigez, et je rougirai un peu, mais je dirai. Alors, vous avez d'abord, je crois, une grande fidélité à cette maison. L'UBB, Babes-Poloi. Vous avez aussi une fidélité à Cluj, à cette région, et vous y inscrivez dans cette université en 91, obtenez en 96 votre diplôme LLCE, dirions-nous en France, donc votre diplôme de licence en langue et littérature française et roumaine. Et puis, vous, le temps passant, vous mettez à l'écriture d'une thèse, et si c'est bien la vérité avec ce que j'ai sous les yeux, en 2005, vous la soutenez, vous l'obtenez, vous êtes donc docteur, avec une thèse intitulée « Quête baroque chez Dominique Fernandez et Jean Rouault ». Alors deux auteurs qui sont certainement très proches, mais aussi très différents, à vrai dire. Évidemment, je crois que dans l'esthétisme que vous avez dû commenter dans cette thèse, eh bien, que j'aimerais beaucoup d'ailleurs avoir à connaître, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la période baroque que je sais, moi en tout cas, que Dominique Fernandez apprécie et chérit à travers aussi la musique, et qui est pour moi aussi un élément extrêmement important de ma vie personnelle. Alors, vous vous engagez dans cette belle voie de la littérature française, et quand on dit littérature française, on parle bien sûr d'une quête qui est beaucoup plus large certainement, qui est une quête qui touche plus à l'universel, tant on sait que la littérature française, en réalité, c'est la littérature française et francophone, et l'ensemble de tout ce que ça peut toucher comme sujet. Et en 96, d'ailleurs, je reviens un petit peu en avant, vous étiez professeur dans une école de Cluj-Napoca, Nicolas Titolescu, un nom important pour nous aussi dans la diplomatie française, puisqu'on sait très bien ce que l'on doit aussi à Nicolas Titolescu dans notre relation franco-roumaine, et notamment dans la capacité qu'il a eu à faire avancer le multilatéralisme à son époque. Alors, vous revenez en 2002 à l'université Babes-Poloi, et puis on continue un peu, je fais un peu des allers-retours dans votre biographie, mais en 2015, vous êtes maître de conférence et vous enseignez donc la littérature française du 19e et du 20e siècle, puis obtenez votre habilitation de directrice de thèse et vous coordonnez les travaux de nombreux étudiants. Alors, les BAMS académiques, je le disais tout en introduction, c'est l'ordre le plus ancien. Il a été créé puis recréé, mais c'est quand même l'ordre le plus ancien. Et pour moi,
probablement le plus beau. Non pas que les autres ne sont pas merveilleux, ils le sont certainement, mais c'est que les femmes académiques, elles viennent couronner aussi, ou en tout cas célébrer un esprit de transmission du savoir, de la passion, de la connaissance. Elles viennent remercier aussi quelqu'un qui a su faire un lien et former des générations. Et donc, pour nous, c'est important aussi cette capacité que l'on a à transmettre. Vous parlez tout à l'heure, pour vous deux, mesdames d'ailleurs, que vous aviez été pour nous des professeurs, quand je dis pour nous en tant que dirigeante de l'Institut français de Roumanie, des professeurs qui ont formé certains de nos collaboratrices brillantes en l'occurrence, et donc que ce soit Raluca ou Dora, pour l'une et pour l'autre, vous avez été leurs professeurs, et je trouve ça plutôt beau de se sentir aussi dans cette famille, mais cette famille qui s'ouvre aux autres, cette famille qui travaille justement à forger le futur d'une relation qui, pour nous, dans cette Europe tourmentée, fait beaucoup de sens. Alors, vous êtes aussi, quand je parlais de francophonie, c'est que vous êtes mobile. Vous ne restez pas uniquement entre la France et la Roumanie. Alors, vous allez en Belgique, au Maroc, au Liban, où vous allez vous former, mais vous allez aussi vous ouvrir à d'autres cultures francophones. Et pour nous, cette capacité de comprendre, y compris dans la relation franco-roumaine si forte, où on pourrait s'enfermer en disant nous la France, nous la Roumanie, nous avons tellement de richesses, nous pourrons les contempler sans relâche. Non, c'est vrai que la francophonie, c'est aussi, parfois on a, avec nos collègues ici, il faut du temps pour l'expliquer, mais la francophonie, c'est pas la relation franco-roumaine uniquement, c'est la capacité de se dire qu'en français, on peut créer, inventer et découvrir une autre mondialisation, peut-être un peu moins monoculture, comme celle qui nous est proposée et qui permet de s'ouvrir sur justement cette diversité culturelle et à travers la langue française, rentrer dans de très très nombreuses cultures qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie avec ses très nombreux membres. Parfois, il faut bien expliquer pourquoi il y a plus de 88 membres à l'OIF et c'est ce que nous ferons à l'automne à Villers-Cotterêts, une ville importante pour le français, puisque c'est là qu'a débuté le chemin officiel de la langue française vulgaire, en quelque sorte, et qu'a été construit par la volonté de notre président actuel, la Cité internationale de la francophonie, qui est la cité de tous les francophones, c'est donc la vôtre aussi, et j'espère que vous aurez, comme moi, le plaisir de pouvoir la découvrir bientôt. En tout cas, c'est là que se tiendra le sommet de l'OIF cette année, en 2024. Pour la France, c'est aussi un moment qui sera particulièrement important. Alors, vous dirigez le Centre d'études du roman français actuel et promouvez la recherche littéraire contemporaine. Alors, ça veut dire beaucoup de colloques, ça veut dire aussi créer des espaces de débat académique, ça veut dire d'organiser avec plusieurs chercheurs roumains et français des colloques comme celui en 2022, je le cite parce que nous parlions juste avant de la place du féminin dans la littérature, de ce que la littérature peut faire avancer, ce que peut la littérature, aurait dit un certain Jean-Paul Sartre. Mais féminités actuelles, avatars de l'écriture, et je crois que ce sont des recherches qui prouvent aussi à quel point vous avez ancré les études littéraires dans l'actualité, dans les débats actuels, et que vous n'avez pas enfermé ces études dans une tour d'ivoire, au contraire, vous les avez ouvertes vers la société. Je crois que c'est aussi ce que doit faire l'université, s'ouvrir vers la société. Et elle ne le fait pas uniquement par décret, elle le fait de façon concrète au niveau de chaque professeur, de chaque directeur de département. Et c'est ce que vous avez fait là aussi. Vous avez publié différents livres, des articles, coordonné des volumes, et je ne vais évidemment pas tous les citer. Je voudrais juste vous remercier d'avoir aussi coordonné un volume qui était en fait la reproduction de la thèse de notre regrettée Yona Kostache, qui vous avait donné de votre temps et de votre amour aussi, puisque c'était quelqu'un qui a évidemment beaucoup compté. Alors, l'Institut français, ce lien avec l'ensemble, qui est un peu dit comme ça par petites touches, mais ce lien il est très fort, il est quotidien. Vous êtes associé, Alexandra, à
à nos diverses manifestations et aussi nos diverses tentatives d'inventer, de créer, de faire en sorte que ça ait du sens, ce que nous faisons ensemble, parce que tout cet écosystème que nous représentons et que nous essayons, non pas de coordonner, mais de faciliter depuis l'Institut français et l'ambassade de France, cet écosystème, il est extrêmement riche, il a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup de choses à inventer et surtout, il travaille uniquement ensemble dans la collaboration et la coopération. Et donc, je sais que parce que vous êtes une source d'inspiration, parce que vous êtes motivé à chaque fois à remettre l'ouvrage sur le métier et à vous dire on peut encore former des nouvelles générations, on peut encore avancer, il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à faire, il y a des nouveautés qui sont belles et qui valent la peine d'être explorées. Et bien pour tout cela, je sais que vous êtes un élément moteur et vous êtes un partenaire auquel nous tenons énormément. Voilà, donc je t'ai déjà été un peu long et à la fois très court, long pour l'exercice et court pour la réalité de ce que vous représentez, chère Madame Gichard. Vous êtes à la fois la représentante de rigueurs académiques et puis celle qui s'élance dans le bain de la société et pour promouvoir avec nous la langue française et la culture française. Vous avez dévoué beaucoup de choses de votre vie pour la transmission et la formation. Et c'est pour cela, en reconnaissance de cette contribution extraordinaire, que je vais vous décerner, si on m'y autorise maintenant, cette décoration pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Je vais vous demander de vous lever. Madame Simona Gichard, au nom de la ministre de l'Éducation nationale de la République française, nous vous faisons chevalier dans l'ordre des palmes académiques et je vous donne une accolade républicaine. Maintenant, on se pose la question, comment on est arrivé à ce point, à ce moment, et quel est le rôle que le français et la France ont joué dans ma vie, moi habitant d'un territoire d'outre-terre, pas d'outre-terre par rapport à la France. Enfant et adolescente à l'époque communiste, la littérature a constitué pour moi un refuge devant une réalité à laquelle il était difficile de s'opposer. Occasion de faire connaissance avec les grands classiques de la littérature française que le régime permettait de traduire, mais aussi avec les écrivains roumains du XIXe siècle, de la première partie du XXe siècle, qui cultivaient le mythe d'une France où ils avaient fait leurs études, qu'ils ont visitées, et ils se plaisaient de placer dans leurs textes des mots ou des phrases en français. Un peu comme aujourd'hui, quand on ne peut pas respirer si on ne dit pas quelques mots en anglais. Mais alors, le français était une marque de culture. Et il s'est doté d'un prestige exceptionnel à mes yeux. J'ai eu la chance de faire mes études universitaires après la chute du communisme. Donc j'ai pu avoir accès à des livres et à des interprétations littéraires que le politique n'entravait plus. Des professeurs de France venaient donner des conférences, le français était un moyen d'apprendre sur d'autres pays francophones, des livres nouveaux nous parvenaient et on pouvait lire les nouveautés. Cette joie doit sembler incroyable aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut faire des précommandes depuis la Roumanie, mais ce n'était pas le cas quand j'étais étudiante. À l'époque de mes études, le contact avec le français se faisait aussi grâce aux lecteurs français ou belges qu'on avait alors, des noms restés dans la mémoire de notre département, et dont l'absence aujourd'hui auprès des enseignants et de nos étudiants est une grande perte. La bibliothèque du lectorat français, la médiathèque du Centre culturel français devenu plus tard Institut français, ont été et restent nos meilleurs amis et partenaires. La vision kaléidoscopique de l'Institut français explore la culture française et francophone à tous les niveaux. À se demander, quand on voit la lettre informative, qu'est-ce qu'ils ont inventé pour le mois en cours.
et nous nous réjouissons d'y voir travailler nos anciens étudiants. Ma spécialité de base est la littérature française du XXe et XXIe siècle. Le français est le moyen que j'ai choisi pour comprendre ce monde. Les livres nous aident, comme Proust le disait, à vivre des vies et à expérimenter à travers l'imagination divers événements. Car le roman, le romancier, dit Marcel Proust, que je cite, déchaîne en nous pendant une heure de lecture, tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent en nous nous en ôte la perception. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de monde à notre disposition. Fin de la citation. Un siècle plus tard, à notre époque, pour terminer, je parlerai d'une caractéristique de la littérature de l'extrême contemporain. Les auteurs d'aujourd'hui désirent faire connaître à leurs lecteurs des sens bien individuels, des messages tout à fait personnels. Les époques où l'on parlait de courants littéraires, romantisme, symbolisme, sont en fin de compte très loin de nous. Être humain ou personnage, l'homme se configure aujourd'hui, s'explique et se rapporte au monde à sa manière. La vérité semble ne plus exister car les faits sont toujours interprétables selon les sens et les expériences de vie et les dispositions de chaque lecteur. Édouard Glissant, sur les traces de Deleuze et Guattari, imaginait une réalité rhizomique, faite donc d'une multiplicité de sens possibles, donc l'acceptation dans leur diversité serait un enrichissement et une véritable modalité de communication entre les gens. Restreindre les significations à une forme unique ou rigide serait un exemple de mépris et de méprise devant les possibilités de s'exprimer. Je remercie donc la France, à ses représentants, d'avoir apprécié mon mode d'être en tant que francophone et comme passeur de connaissances vers les jeunes générations. Je remercie mes collègues qui incarnent eux aussi, et chacun à sa manière, des formes d'honorer le français. Je remercie ma famille pour l'énorme support de ce que signifie une carrière universitaire. Et je vous remercie donc pour cet honneur qui m'honore donc et qui me console en même temps. Merci infiniment, Simona. Je vous propose de passer à notre deuxième impétrante, Michaela Toader. Et je vais... alors, c'est pas la peine de vous introduire ici, vous êtes extrêmement connu, mais je vais devoir aussi dresser quelques traits saillants de votre parcours. Et je vais le faire avec grand plaisir parce que, en le lisant, je me suis rendu compte, c'est souvent le cas, mais je dois le dire, à quel point une vie peut être riche, même si elle est résumée en synthèse, en quelques mots. Et vous êtes une figure éminente de cette université, une personnalité incontournable qui a, pour la francophonie, œuvré en quête à la fois d'excellence, avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence envers soi-même, mais aussi pour les autres, et nous en sommes grés. Vous débutez vos études, donc, bien sûr, par une licence en littérature ici, française et anglaise, à l'université, Babbage-Bolyai à Cluj. Et puis, vous devenez traductrice littéraire en français. Et puis, vous continuez avec un doctorat en 2002, doctorat de philologie. À chaque fois avec des félicitations et avec des travaux de recherche de grande qualité. Vous êtes aussi, vous passez, d'ailleurs c'est une caractéristique que vous avez toutes les deux et qui est à mon avis une caractéristique extrêmement précieuse et importante quand vous allez à Régitsa, vous êtes professeur dans le secondaire, donc vous vous frottez à ce que ça veut dire aussi sortir un peu de l'université et aller
propager la bonne nouvelle, répandre la bonne nouvelle, je ne dis pas l'évangile, hein, je dis la bonne nouvelle, à nos chers petits, aux jeunes gens qui sont encore dans ces années de formation où tout est possible, on n'a pas encore choisi sa voie. Et je dois dire que c'est là aussi que nos efforts, à nous collectivement, à travers les lycées bilingues, à travers l'animation d'un réseau encore de 6000 professeurs que vous connaissez et pour lesquels vous êtes aussi des références, des professeurs de français qui œuvrent dans le pays et que nous fêtons en novembre lors de la Journée internationale des professeurs de français, mais que plus largement nous fêtons au quotidien en réalité en proposant une animation de ce réseau. En tout cas, vous en faites partie, vous êtes à Rachid-Sahar et vous êtes nommé professeur de français et d'anglais. Et vous exercez aussi un métier qui est un très beau métier, qu'on appelle de diverses manières, selon où on le pratique. Vous êtes documentaliste à la bibliothèque de l'Académie roumaine à Cluj-Napoca. C'est un métier parmi de ceux qui, je crois, est le plus flexible d'une certaine manière. C'est un métier qui demande à son titulaire beaucoup d'imagination pour en faire quelque chose qu'il souhaite faire. C'est-à-dire, je m'explique, on a vraiment le choix, on est vraiment face à un choix dans sa carrière, lorsqu'on est documentaliste ou conservateur, de se dire je vais rester avec les livres, avec les documents, avec les archives, ou je vais au contraire les exposer, je vais au contraire aller vers l'autre et je vais essayer de faire un lien entre les trésors que je traite et ce que, en face de moi, j'estime être important de donner. Et vous venez exercer à l'UBB, certainement ce contact aussi vous a manqué, et en quelques années, vous gravissez les échelons, vous êtes nommé en 95 professeur d'université, et puis vous contribuez à consolider ce département. On a besoin, Madame la vice-doyenne, que dans les départements, dans les administrations des universités, on sait très bien que ce sont des structures fonctionnelles, des structures administratives, mais c'est aussi des gens qui laissent des traces, des gens qui sont capables à un moment donné de donner le bon coup de vis, de faire bouger un peu les choses. Et donc c'est aussi une partie de toi-même que l'on donne, en plus de son enseignement, son travail de recherche, pour le bien commun, et qui permet à certains départements, à certaines facultés, bien, de montrer ce dynamisme. Vous l'avez dirigé, ce département, à plusieurs reprises, entre 2004 et 2017, et vous avez contribué sans nul doute à la renommée de la spécialité. Vous avez formé des générations de traducteurs, d'interprètes, de spécialistes, parler de la traduction, de l'interprétation, je sais ici qu'il y a des gens qui sont de ce métier-là. J'en vois quelques-uns. Je salue aussi Madame Vakonski, qui est une représentante éminente. Mais le métier de traducteur, la capacité de former des traducteurs et des interprètes, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'abnégation et qui demande beaucoup d'adaptation à son évolution. C'est ce que nous disions tout à l'heure, puisque le monde évolue très vite et que nous avons besoin évidemment de réfléchir à ce que ça veut dire vraiment, de passer de mots de l'écrit à d'autres mots de l'écrit, ou de passer de phrases de l'oral à d'autres phrases de l'oral, et en réalité tout ce qui se casse derrière et tout ce que cela implique en tant que choix de société lorsque nous parlons de traduction et d'interprétation. Et donc avec ces générations qui ont été formées par vous, chère Madame Toader, nous savons ce que nous vous devons. Votre implication dans des missions donc, au sein des instances, je l'évoquais à l'instant, fait que vous serez aussi, par exemple, vice-doyenne, chargée des relations internationales, ce que je trouve évidemment un métier passionnant, puisqu'il s'agit de connecter. Et j'en viens justement à connecter, c'est quand même une grande partie de votre carrière. Vous avez passé le temps à connecter les gens, à connecter les sujets, à connecter les choses. Et c'est sans surprise d'ailleurs qu'en 2015, je l'ai appris là aussi, et je vous en félicite a posteriori évidemment, vous êtes nommée présidente de l'AILEA, donc l'Association internationale des départements de langue étrangère appliquée à Paris. Et c'est vrai qu'en France, nous avons beaucoup réfléchi sur ce que ça voulait dire, les langues étrangères appliquées, et justement sur l'évolution et sur le rapport avec la société que cela signifiait. Et donc cette connexion, c'est ça aussi que peut-être a été reconnu à ce moment-là, en particulier lorsque vous avez été nommé, élu président de cette association. Alors, on me dit qu'au-delà du roumain, du français et de l'anglais, vous connaissez aussi d'autres langues, le hongrois, le polonais, peut-être d'autres encore.
qui est sûr, c'est que vous imaginez certainement pas, comme moi d'ailleurs, un monde où l'intérêt pour la langue de l'autre, l'intérêt pour la beauté de l'autre à travers sa culture, sa langue, la sonorité des mots, ou la capacité que l'on a de comprendre des racines ou de faire des rapprochements, ce bonheur qu'on peut avoir dans le détail de la sémantique ou même de la grammaire ou du lexique, eh bien, vous êtes profondément persuadé que cela fait partie de la beauté du monde, et vous le faites personnellement, mais vous le faites aussi pour le donner aux autres à travers des travaux de recherche et aussi la mise en place de revues spécialisées à travers des articles, mais aussi je pense à la revue internationale d'études en langue étrangère appliquée que vous lancez avec l'autre, et vous créez aussi un centre dédié aux industries des langues ici à Cluj, à l'UBB, en vous appuyant sur le modèle français. Donc je crois que j'ai décrit à la fois votre compétence, votre feu intérieur pour avancer, la capacité que vous avez de connecter les gens, votre amour aussi pour la linguistique, plus généralement pour les langues et pour ce qu'elles veulent dire pour notre monde et pour le sens que vous leur donnez, la capacité que vous avez eu à transmettre et à former toutes ces générations de jeunes traducteurs ou interprètes, et en faisant en sorte de promouvoir cette diversité linguistique et culturelle qui, à mon avis, est quelque chose sur lequel nous devons collectivement travailler encore plus sans relâche et convaincre que ce n'est pas quelque chose qui ressort du passé, mais au contraire qui doit être notre avenir collectif, cette diversité, ce plurilinguisme, cette capacité de reconnaître l'autre et sans devoir l'aimer forcément, d'avoir envie de le découvrir et d'avoir envie de transmettre. Donc vous êtes une éminente représentante de cela, ici, de la francophonie à Cluj. Et c'est en reconnaissance de cet engagement et de tout ce que vous avez fait, comme j'ai essayé de le décrire brièvement, que je vais donc maintenant vous décerner cette décoration. Alors, Madame Michaela Toader, j'ai l'immense plaisir et honneur, au nom de la ministre de l'Éducation nationale de la République française, de vous remettre et de vous faire donc chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Bravo, félicitations. Mesdames et messieurs, chers invités, je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude pour l'honneur qui m'a été accordé, ainsi que pour les courriers de félicitations que j'ai reçus suite à ma récente décoration de l'Ordre des Palmes académiques en grade de chevalier. Je souhaite en premier lieu adresser mes remerciements à son Excellence M. Nicolas Valnery, ambassadeur de France en Roumanie, ainsi qu'à M. Julien Chiappone Lucchesi, ai-je bien prononcé? Parfaitement. Conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Bucarest et directeur de l'Institut français de Roumanie. Avant d'aller plus loin, je vous avoue franchement que j'aurais aimé orienter différemment mon discours, mais au dernier moment, je me suis ravisée et voilà ce qui a résulté. Nous sommes impatients. Un immense merci également à Madame Alexandra Servel, directrice de l'Institut français de Tournapok, ainsi qu'à son équipe dévouée, dont Madame Raluca Matei, chargée de communication et de culture, et Madame Dora Zedean, chargée de coopération universitaire. Votre soutien, chers amis, et votre collaboration ont grandement
contribué à la réussite de cet événement académique. Un grand merci. Un très grand merci aussi, excusez-moi de répéter tant de fois le mot, mais c'est le cas, je crois. Un grand merci à M. le doyen Raresh Mondovan, qui a accepté d'accueillir cette réunion et qui malheureusement est malade en ce moment, en se faisant remplacer par Mme Feketek, ici présente, que je remercie pour sa présence aussi. Tout particulièrement, je remercie le secrétariat de la faculté, notamment Mme Claudia Potisato et Emilia Felecan et M. Vlad Felecan, ainsi que le rédacteur et chargé de communication de l'EMA, Mme Cornelia Mondovan. Sans vous, chers amis, sans l'énergie et l'engagement collégial incroyable de Mme Anka Zunita-Grede, la présente cérémonie n'aurait pas été possible. C'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui pour exprimer ma reconnaissance envers chacun d'entre vous. Anciens collègues, anciens étudiants, anciens collaborateurs, amis de très longue date, membres de la famille, vous vous êtes réjouis pour moi et vous avez tenu à me partager cette joie en participant à cette cérémonie. Un très grand merci à chacun d'entre vous. Cette prestigieuse distinction représente pour moi une source d'immense satisfaction, survenant au terme d'une carrière complexe et longue, assez longue, je dirais. Dans le domaine de l'enseignement du français, de la communication professionnelle, des disciplines du discours et de la traduction. J'ai quitté l'université il y a 7 ans déjà. Et comme vous voyez, je ne suis plus à l'âge des grands engagements. Donc, pas de projet d'envergure, pas d'engagement important pour la communauté académique. Et pourtant, j'en ai quelques-uns. Il me reste les projets privés, les projets personnels, et j'y tiens énormément. Je n'abandonne pas. C'est qu'ils servent peut-être moins à la communauté académique, mais ils m'avancent sur un autre terrain. À mesure que les années... excusez-moi, je suis très émue. Et là, je peux vous dire qu'au début, j'ai voulu faire un éloge à la parole et à la communication, en sachant que notre métier ne peut pas exister en dehors de la parole. Et je me suis dit, bon, ça risque de devenir un discours scientifique. Non, j'en veux pas. Donc, je ne veux pas d'autres types de discours. Je ne sais pas si c'est le meilleur comme choix, mais voilà. Je trouve que dans ce type de réunion, on pense plutôt au côté affectif, humain, à tout ce qui nous a occasionné des rencontres, à tout ce qui nous a fait participer à des réunions qui transforment chaque lieu en un lieu de réflexion, d'échange et ainsi de suite. Donc, c'était finalement mon choix et voilà. Je suis devant vous avec beaucoup de trac. J'en ai jamais eu autant. Mais bon, voilà. Pourtant, en ce moment, je dois aussi vous avouer que malgré ce changement, qui pour certains a été dramatique, pour moi, cela ne l'a pas été. Malgré donc ce changement, j'ai constaté que l'âge est mon principal allié. Car grâce à l'âge, j'ai le privilège de porter en arrière un regard bien différent. L'expérience accumulée au fil des années est devenue une sorte de fenêtre. Une sorte de fenêtre sui generis, à travers laquelle je peux revoir et revisiter les moments importants de tout mon parcours. Les réussites prennent un teinte plus riche et les échecs sont autant de leçons précieuses et chaque défi surmonté un jalon dans le parcours de ma vie. À mesure que les années passent, je réalise que le véritable privilège qui me reste,
réside dans la capacité à apprendre constamment. Et j'apprends tout le temps. Je n'abandonne pas. Je pense que c'est quelque chose qui est plus fort que moi. J'apprends tout le temps. Je suis une élève permanente et très, très assidue. D'autre part, il y a quelque chose de bénéfique et de soulageant dans le fait d'avoir l'âge comme allié. En premier lieu, les préoccupations superficielles cèdent la place à une meilleure compréhension des enjeux essentiels. Les priorités se définissent, se redéfinissent, et le regard porté sur la réussite s'enrichit d'une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment. Cependant, avec cette perspective vient aussi une certaine dose de nostalgie. Une nostalgie irrépressible, je dirais. Comme j'appartiens à une génération qui a été élevée dans le grand respect des prédécesseurs, je me permettrai de le montrer ici aussi, en sélectionnant de tout ce qui a été dit ici de moi, les 4 réalisations spécifiques dont l'importance me semble cruciale, qui témoignent justement de la continuité et de ce lien important qui unit les générations. Loin de moi, rassurez-vous, loin de moi l'intention de faire ici un rapport d'activité. C'est juste quelques aspects sur lesquels j'aimerais m'attarder, ne serait-ce que pour quelques instants, parce que je pense que tout a été dit. Après une présentation aussi belle, j'ai peu de choses à dire. Mais je peux compléter par-ci par-là avec des détails qui pourraient vous intéresser. Donc, le premier, ah oui, voilà, j'aimerais donc m'attarder sur ces 4 aspects et je passe déjà au premier, vous l'avez mentionné, mais j'essaye non pas de détourner, mais de compléter un peu le tableau. Donc, le premier porte sur les débuts de la spécialisation en langue moderne appliquée en Roumanie et de son évolution à l'international. Nous n'aurions pas pu atteindre cet objectif important sans le soutien considérable et continu de l'ambassade de France et de son équipe. Le rôle déterminant dans l'ouverture en 1991 du premier département des langues étrangères appliquées de Roumanie à Cluj a jeté les bases d'une riche et très bénéfique collaboration. Pour ceux qui le savent moins ou ne le savent pas, peut-être, je me dois de rappeler ici que ces débuts ont à leur origine le courage, la volonté et les engagements sans précédent de Madame Rodica Bakonski, ici présente. Je vous prie de l'applaudir. La fondatrice de ce nouveau département, elle a réussi à créer et à développer des liens excellents avec le service culturel de l'ambassade de France. À l'époque, nous, on communiquait... Elle a toujours. Oui, elle a toujours. Oui, je sais, mais je parle de ces débuts dont tout le monde ne connaît pas l'aspect caché, disons. C'était avec, certains d'entre vous le connaissent, M. Rodolphe Catalan-Marcos, que nous communiquions à l'époque. C'était vraiment une communication exceptionnelle. Et là, je ne peux pas passer dessus, je ne peux pas passer sans rappeler tout cela. Donc, c'est toujours elle qui a su saisir l'occasion offerte par l'ouverture exceptionnelle de la Commission européenne envers les universités et à développer en même temps une exceptionnelle collaboration avec le Centre culturel français de Cluj, là actuellement institut, dont le directeur à l'époque, vous vous rappelez, c'était M. Royer, Mathieu Royer. Quelques-uns d'entre vous le connaissent très bien. Et quand j'ai eu la chance de faire partie de la première équipe d'enseignants du nouveau département et du Centre culturel français, je me souviens parfaitement du contexte favorable qui nous a permis de lancer des programmes européens avec l'Université de Nantes
et avec l'Université Rennes 2. Et de bénéficier par la suite de l'appui enthousiaste de ces deux universités, devenant auprès d'elles des partenaires privilégiés. Ces programmes ont eu comme objectif la consolidation du département pilote de Cluj et l'ouverture des filières dans le cadre des programmes que nous avons dirigés, nous, ici à Cluj, l'ouverture des filières LMA à Brasov et Sibiu. Et c'est comme ça que cette belle histoire est partie, a commencé. L'histoire des LEA en Roumanie. C'était Cluj, Brasov, Sibiu et ensuite une dizaine d'autres universités. Je pense souvent à ces moments comme à des rêves audacieux, qui semblent parfois lointains, mais les personnes qui se cachent derrière le nom des institutions et de ces exploits restent gravées dans notre mémoire. Michel Bourse, qui vient de me féliciter et de vous transmettre ses salutations à tous, Patrice No, Daniel Toudic, Jean-Pierre Ringon. Pourquoi je les cite ici? Puisque de toute façon, ils ne le savent pas. Eh bien, c'est vrai, ils ne le savent peut-être pas, mais moi je le sais. Et vous, vous le savez aussi. Une deuxième réalisation spécifique à laquelle je tiens énormément a été déjà mentionnée ici, mais je passe rapidement, c'est est liée à notre engagement actif au sein de l'Association nationale des langues étrangères appliquées de France. Cette présence active a vite porté ses fruits. En 2009, j'ai eu la chance d'être élue présidente, d'abord vice-présidente de l'association, qui comptait uniquement une seule université non française. Les autres étaient toutes des universités françaises, une trentaine d'universités. Et avec notre présence et avec notre activité constante, nous sommes parvenus à attirer un nombre de plus de 30 universités prestigieuses de tous les continents. Donc, de l'Amérique latine, de l'Asie, d'Europe, d'Afrique. Non, et l'Australie n'y est pas encore. Bon, mais de toute façon, nous avons réussi à élargir un peu et à promouvoir les enseignements de type LEA. Et beaucoup d'universités qui voulaient ouvrir des filières LEA se sont inspirées du modèle de Cluj. Michel Bourse a eu la gentillesse de nous envoyer des collègues depuis la Hongrie, depuis la Macédoine, depuis d'autres pays pour demander conseil, d'Arménie, pour demander conseil en vue d'une ouverture de filière LMA chez eux. Je ne sais pas si tous ont réussi ou non, mais finalement, l'essentiel, c'est que LEA est connue et considérée comme une variante, disons, gagnante des spécialisations en langue, parce qu'elle suppose au moins 2 langues étrangères. Ce que j'ai admiré chez nos collègues français, c'était la mise en place des filières LEA qui offraient un LEA trilingue. C'est ce que nous avons essayé de faire ici. Et là, je passe à une autre réalisation spécifique en parlant juste un peu de ce centre de langue que nous avons mis en place en 2008 et qui a proposé à nos étudiants exactement la même chose. Donc, pas seulement la recherche en traduction et en langue, mais aussi la possibilité de l'apprentissage d'une 3e langue qui venait s'ajouter aux 2 langues de la spécialisation. Imaginez-vous, 2 langues étrangères, la 3e apprise dans le cadre du centre et la langue maternelle. Ça fait déjà un certain nombre de langues
qui les rend compétitifs sur le marché du travail. Bon, je passe dessus parce que, après vos propos, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je voudrais juste dire que la revue dont vous avez parlé et que je tiens très à cœur, c'était la première revue réservée exclusivement aux recherches en LEA, la première d'Europe. Nos collègues français, cette fois, nous sommes partis en même temps avec le projet de revue et ils ont réussi l'année dernière. Ils sont très fiers aussi de leur réalisation et j'ai vu, c'est une bonne revue. Mais nous allons bouger un peu plus vite, peut-être, je ne sais pas. Mais on en est au 13e numéro. Je remercie infiniment mes collègues qui ont contribué à la réussite de cette revue. Et de toute l'équipe qui a collaboré, il y a 2 personnes qui ont formé une équipe stable, permanente, et c'était vous deux, chers amis et collègues, Alina et Manuela. Merci infiniment. Sans vous, ce projet elles ont maintenant, pour la revue, d'ailleurs on a eu depuis le début, un comité scientifique international et la revue est très bien cotée, a été accréditée bien sûr et elle se trouve parmi les meilleures du monde dans le domaine. Maintenant, on est très fiers de ce résultat et je souhaite à l'équipe de la revue de continuer à accueillir dans ces pages des contributions inédites dans les domaines de la traductologie, de la terminologie, de l'interprétation de conférences, ainsi que des domaines d'interférence qui peuvent générer des perspectives et des approches nouvelles. Linguistique appliquée, médiation linguistique culturelle, études culturelles, informatique appliquée. Voilà. Un dernier mot avant de finir. Je tiens à souligner, c'est peut-être redondant parce que tout le monde me connaît et je ne sais pas si je suis très douée en tant que prof, mais j'ai ce grand défaut, cette grande qualité, je ne sais pas. J'ai toujours aimé mes étudiants. J'ai essayé à développer leur pensée critique, à les encourager à manifester et à avoir confiance en leur propre force. Donc les étudiants ont toujours eu une place à part dans mon cœur. Les notes qu'ils m'ont données, je ne les saurai peut-être jamais. Je ne les saurai peut-être jamais, mais je les devine un peu dans leur regard, dans leur rire, dans leur désir de me partager les réussites professionnelles et dans la confiance qu'ils me font lorsqu'ils me demandent de temps en temps un petit conseil. Donc là, je ne peux que remercier mes étudiants. J'ai eu d'excellents étudiants et j'en suis très très fière. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais de toute façon, leur présence ici me dit que peut-être oui. Peut-être on est du mal à oui. En avant, et avant de finir, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024 avec plein de joie, de bonheur, de santé et de bonnes nouvelles. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors, mesdames, pour clôturer la partie très officielle de cette cérémonie, au-delà de la petite décoration, enfin la grande décoration, parce que vous trouverez dans ces boîtes ce que vous pouvez mettre au quotidien, qui est quand même plus discret, hein, un petit pins, je vous en donne
D'accord. Et je vous donne en fait ce qui est la véritable procuration, la véritable pâte académique, c'est donc le diplôme par décret de la première ministre. Pour vous. Merci infiniment. Voilà. Et félicitations. Bien sûr. Venez, madame la maire. Vous se mettre devant, et nous, on fait la petite photo officielle et après, on vous laisse. Et là, on va vous Et la petite photo de famille, quoi. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. Parfait, merci. Et on vous attend dans la salle 39 un verre et pour compter quelque chose et discuter. Vă așteptăm în sala 39 care este chiar lângă noi. Vă rugăm nu plecați, treceți pe acolo. Mulțumim. Mersi anche a prezentarci le voastre astăzi în Da, Ioana. Lasă turtul mai jos. Așa. Și să vezi. Ce sunt conectate? Da. Și este, da, uite, îți face domnul Socaci. Face mâna și Ioana e acolo. Și cred că e cinstit, ai domnul Fășor. Da, e Da. Bravo. Dico, dobbiamo consumare il liceo di fatto museo. Manera de
Atunci partea asta nu bine, eu o să mă apofăi de comunicatul. You need to wave. Dacă ești înăuntru, you have to wave. Nu, eu mă duc. Sounds great. Pe voi, felicit! Acest agoniști. Mulțumesc pentru tot. Măcar am reușit să răspund suficient la timp. Dar tatăl meu să îl aveți. Fă cu mânuța! Fă cu mâna! Mulțumim pentru tot. Sigur. Da, eu nu mai sunt pe grupurile de comunicare ale Catedrei, că de 7 ani m-am pensionat. Hey guys, da, vă rog frumos, prima dată treceți din waving zone. Aici te bage și wave, you wave. First in the waving zone. Așa. Cristi, nu pot să cred! Mulțumesc frumos! Eu am crezut că după ce se face limul, voi nu mai puteți veni de asta. Felicitări! Mulțumesc din suflet! O, Doamne! Mă copleșit! Și confirmăm că studenții noastre vă împărtășesc simțămintele. Da, mi-ați dat și voi o notă bună mie. Eu v-aș da fiecare va da. Câteodată, Mihaela, câteodată. Băiețelul unei prietene, când a întrebat Tibi dacă se spală pe dinți la grădini, zice de obicei câteodată. De obicei câteodată. Ești genială, de obicei câteodată. Felicitări. Așa bine. Așa bine. Nu trebuie că nu am ajuns astăzi nici pe da, sunt așa, vorba copilașului ăluia, de obicei câteva. Mulțumesc mult că ați venit. Doamne, poate reușim. Cine știe. Rămâneți la mă rog frumos. Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult. Elena, că am vorbit despre Mathieu și despre toată gașca de la centru. Ce vremuri faine! N-am putut să fac, deci ce să fac despre Elena la Paolo? De fapt,
Mulțumesc mult și ție și fetelor tale le urmăresc acest copil. Să nu plece numai puțin. Nu pleca, o să sper mai stau un pic. Fă cu mâna, că atunci opresc filmarea. Acum văd și eu lucruri. Da, vă faceți cu mâna, dar eu am oprit, trebuia să nu opresc ca numai un pic. Să doresc un an bun, cu bucurie, Mulțumesc. sănătate. Vreau să-ți spun prietenul nostru comun, Adică Rodin, așa? a fost acceptat la termin anul ăsta și a fost acceptat la 2 masterate, unul la Lisabona și unul la Aten. Dar vrea să-și schimbe Atena pe Paris și vreau să-ți spun că ia cursuri intens și de când în când îmi spune, zice, știi, doamna Nicolau insista pe problema asta, care apare. Zic, știi, doamna Nicolau știa pe ce să insiste, cât să insiste. Ce m-aș bucura să ajung. Deci, așa îi planurile. Noi vom vedea. El și-a luat cursuri și se duce zilnic. Și pentru franceză, ca să așa că îți mulțumesc. Are nevoie de ajutor suplimentar. Normal, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est réussi. L'exercice n'est pas réussi s'il n'y a pas félicitations. Vous êtes la bienvenue. Specializat.
Un pic de șampanie. Bravo. Trebuie să... Da, că l-am oprit. Nu e așa că am oprit recording-ul sau nu l-am oprit? Ba da. Ba da, l-am oprit când am pus-o pe Mihaela să facă cu mâna și l-am oprit. Era